Bonjour les terminales, vidéo super importante sur l'ensemble de tous les exercices du chapitre convexité. On commence par l'exercice 30, très rapide, que de l'observation graphique. Pas de justification à l'écrit, simplement il faut dire où est-ce que les fonctions sont concaves, convexes, et s'ils existent, préciser les points d'inflexion en mentionnant leurs coordonnées. Alors la première fonction, c'est facile, elle est d'abord concave puis convexe. Concave sur l'intervalle, alors environ moins 2,5, 0, vous fermez bien les crochets, hein, et convexe sur cet intervalle-là, intervalle 0,3, crochet fermé également. Le point d'inflexion, c'est l'origine du repère. Deux façons de le repérer, soit vous identifiez clairement un passage de concave à convexe, soit vous remarquez que la tangente en jaune ici, qui est tracée dans le livre, traverse la courbe, donc la définition du cours nous aide. La deuxième fonction, elle est directement convexe sur l'intervalle moins 3, 2. Le 31, pareil que le 30, mais un tout petit peu plus dur. La première fonction, on va commencer par repérer les points d'inflexion. Il y en a exactement deux, parce que vous voyez qu'on est d'abord sur une portion concave, puis convexe, puis concave. Donc il y a exactement deux changements. Autre façon de le voir, il suffit de regarder les tangentes qui sont déjà tracées dans le livre. Elles traversent la courbe. Donc d'après la définition du cours, cela crée à chaque fois un point d'inflexion. Il y en a bien deux. Celui-là, qu'on peut appeler A, qui a pour coordonnées moins 1,5, moins 1, et le point B, par exemple, qui a pour coordonnées 1,5, moins 1. Deux points d'inflexion, on est d'abord sur une fonction concave, sur l'intervalle moins 3, moins 1,5, donc, crochet fermé. Concave également sur l'intervalle 1,5, 3, crochet fermé. Et enfin, convexe sur l'intervalle du milieu, l'intervalle moins 1,5, point virgule, 1,5, crochet fermé. La fonction du B, un petit peu plus facile, il n'y a qu'un seul point d'inflexion, le point de coordonnées 1, 1, il suffit de bien se repérer sur le graphique. La tangente traverse la courbe, ou alors vous le repérez directement grâce à l'allure générale de la courbe. La fonction est d'abord concave sur l'intervalle moins 2, point virgule 1, crochet fermé, et ensuite convexe sur l'intervalle 1, 3, crochet fermé. Exercice 37, on continue dans la partie graphique. Vous avez une fonction qui respecte certains critères et vous avez trois courbes proposées. Il faut trouver laquelle, parmi la 1, la 2 ou la 3, laquelle respecte les différents critères de l'énoncé. Il n'y aura qu'une seule courbe qui correspondra. Ça va être la courbe 2. Je vais vous expliquer pourquoi et je dirai en même temps pourquoi la 1 et la 3 ne marchent pas. Premier critère, on veut une fonction concave sur l'intervalle moins 4, moins 2, concave également sur l'intervalle 4, 5. Attention, par exemple, quand on dit sur l'intervalle 4, 5 concave, ça ne sous-entend pas qu'ailleurs elle ne doit pas être concave. Attention, on se concentre bien sur l'intervalle 4, 5 et on regarde, là on a bien une portion concave, une petite portion concave. Sur l'intervalle moins 4, moins 2, on a également une portion concave. Il n'y a pas de problème. Donc le premier critère est vérifié. Le deuxième critère, on voulait 4 points d'inflexion. Alors, on regarde, ils sont déjà placés au tableau. Concave, point d'inflexion. Convexe, point d'inflexion. Concave, point d'inflexion. Convexe, point d'inflexion. Et au final, concave. On a bien 4 points d'inflexion. Et en fait, l'exercice est déjà terminé. Parce que la courbe 1, il y a un problème sur le critère des points d'inflexion. Regardez bien votre courbe 1 si vous n'aviez pas trouvé l'erreur. Il n'y a pas 4 points d'inflexion, il y en a moins. Je vous laisserai les déterminer. Pour la courbe 3, il y a un problème dès le premier critère. On demande une fonction concave sur l'intervalle moins 4, moins 2. On vient de le vérifier pour cette courbe-là. La courbe 3, ça pose problème. Si vous regardez l'intervalle moins 4, moins 2, vous allez obtenir une portion convexe et pas concave. Du coup, par déduction logique, sans même vérifier le critère de la dérivée, on sait que c'est la courbe 2. C'est ce qu'on appelle une méthode par élimination. C'est quelque chose qu'on va travailler un peu en fin d'année avec les QCM. Donc là, vous savez que c'est la courbe 2 par déduction. On va quand même regarder le critère d'après. On demande à ce que la dérivée s'annule 3 fois. Alors ça veut dire quoi une dérivée qui s'annule 3 fois? Alors il faut faire le lien entre nombre dérivé égal à 0 et le graphique. Là, il faut savoir quelque chose de super important, vraiment, c'est très important. Nombre dérivé égal à 0, ça donne lieu à une tangente horizontale. Tangente horizontale, nombre dérivé égal à 0.
Quand je dis tangente horizontale, ça veut dire tangente parallèle à l'axe des abscisses. Alors là, on va regarder s'il y en a bien 3, comme nous indique le livre. Il y en a une ici de tangente horizontale, une ici, et une ici. Il y en a 3. Alors le livre s'est un petit peu trompé, il s'est même trompé complètement, parce qu'il nous dit qu'il y a 3 endroits d'annulation de la dérivée, alors qu'en fait il y en a 4. Il y a une 4e tangente horizontale qui se cache. Est-ce que vous l'avez vu? Il y a ces 3-là qui sont assez évidentes, mais il y en a une 4e, elle est ici. Là, vous avez une tangente horizontale. La différence, c'est qu'ici, la courbe traverse la tangente. On est sur un point d'inflexion. Alors que là, les tangentes sont associées à un maximum local ou un minimum local. On a localement une plus grande ou une plus petite image. Bref, là, je m'égare un petit peu. Toujours est-il que le livre s'était trompé là-dessus. N'oubliez pas surtout que nombre dérivé égale à 0, tangente horizontale. Sans ce critère-là, vous pouviez terminer l'exercice. Le 44, on avance un peu à la fois vers des exercices de plus en plus importants. Alors, on a un tableau de signes, simplement, d'une fonction dérivée seconde. Et on doit en déduire quelques informations à la lecture du tableau. Alors, première question, on vous demande d'en déduire les variations de la fonction dérivée. Alors là, c'est pas évident, il faut se préparer un petit peu à ce genre de questions. C'est un peu compliqué, on ne sait pas comment la comprendre. Elle pourrait être piégeuse. Alors là, en fait, elle est très importante. Elle met en lumière un problème fondamental des fonctions. C'est un problème que nous avons déjà vu, c'est le cœur de carte mentale. Je rappelle, vous aviez une fonction, vous la dérivez, et grâce au signe de la dérivée, vous en déduisez les variations de la fonction de départ. Donc c'est-à-dire, vous êtes sur cette fonction-là, vous la dériviez, vous étudiez le signe de cette dérivée, et vous en déduisiez les variations de la fonction de départ. Sauf que là, on n'est pas dans ce cas de figure. Là, vous avez le signe, tableau de signes, de la dérivée numéro 2, de la dérivée seconde. Donc vous êtes dans cette situation-là. Donc vous allez pouvoir en déduire les variations, mais de quelle fonction? Pas de celle-là, de celle qu'il y avait juste avant dans la liste. Celle qu'il y avait juste avant dans la liste, c'est celle-là, la fonction dérivée. Donc là, vous notez bien f' et non pas f. Et donc en fait, ça répond à la question. La dérivée est d'abord croissante sur l'intervalle -10, -3, décroissante sur l'intervalle -3, -1, et à nouveau croissante sur l'intervalle 1, 10. Voilà pour la première question. On vous demande maintenant d'étudier, oui, on revient dans le chapitre 8, on était momentanément sorti, là on revient directement sur la convexité, concave, convexe, où, comment, point d'inflexion, coordonnées. Alors, la fonction c'est simple, vous avez une dérivée seconde qui est positive. Le résultat important du cours de notre synthèse nous dit que ça correspond à une portion de courbe convexe. Donc la fonction est convexe sur l'intervalle -10, -3, crochet fermé, également convexe sur l'intervalle 1, 10, crochet fermé, concave sur l'intervalle -3, 1, pardon. 2 points d'inflexion, on a 2 transitions. Alors on ne connaît pas toutes ces points d'inflexion, on n'a pas assez d'informations sur la fonction. On connaît par contre leur abscisse. Ça tombe bien, c'est tout ce qu'on nous demande dans l'exercice. Donc premier point d'inflexion, il a pour abscisse -3. C'est en cette abscisse-là qu'a lieu le changement de convexe à concave. Et pour le deuxième point d'inflexion, on est sur une abscisse de 1 pour la transition concave-convexe cette fois-ci. Mais ça reste un point d'inflexion. Le 58 maintenant, un exercice différent parce qu'en fait on va se rapprocher des exercices type bac, des réels attendus du chapitre. Donc ça va être un cran au-dessus niveau difficulté. On commence quand même de manière assez simple avec un graphique et des questions similaires aux questions qu'on a déjà vues dans les exercices précédents. Donc là on a une fonction, je l'ai réécrite au tableau, j'ai réécrit l'expression et on a sa représentation graphique et on doit la commenter. On doit faire ce qu'on appelle une conjecture mathématique pour la première question, la question A. On doit regarder où est-ce qu'elle est concave, convexe, mais ça reste une observation. Donc vous allez par exemple pouvoir dire que j'observe que la fonction est concave sur l'intervalle 0,1, je vous laisse vérifier, on l'a déjà fait plusieurs fois, convexe sur l'intervalle 1,3, et j'observe également qu'il y a un point d'inflexion situé aux coordonnées 1, 1. Donc ça, rien de compliqué. Maintenant la question B, il va falloir le démontrer.
Voilà, là c'est la grosse nouveauté. On va quitter le domaine graphique, on va passer à de l'analyse mathématique. On va devoir faire un raisonnement bien précis qui, à la fin, va nous permettre de valider nos observations de la première question, chose qui n'était pas à faire dans les exercices d'avant. Pour ce faire, vous devez avoir la synthèse de cours sur la convexité. Ça tombe bien, je vous l'ai donné la semaine dernière. Si vous l'avez déjà bien acquise, vous voyez qu'il y a un lien avec la dérivée numéro 2, la dérivée seconde. On va devoir dériver cette expression 2 fois et après l'étudier, en étudiant donc son signe. Commençons par la dérivée, il ne faut pas se tromper. Si on se trompe dès le début, ça va être compliqué d'arriver jusqu'au bout, parce que là en plus, il faut dériver 2 fois. Alors, comment faire? Il faut bien regarder comment se compose cette fonction. Vous pouvez d'abord recopier le signe moins. Ben oui, parce que là vous avez deux expressions en x séparées par une soustraction. Vous savez qu'on peut dériver bloc par bloc. Premier bloc, facile, 3x carré. Deuxième bloc, un peu plus dur, vous devez reconnaître un u fois v. Attention, dans certaines personnes, certains élèves qui m'ont envoyé leur travail, ils n'ont pas vu qu'il y avait un u fois v. Encore une fois, si vous repérez une multiplication concernant deux expressions contenant du x, là 6x ln de x directement, là ça requiert forcément un u fois v. Là le u c'est 6x et le v ln de x, séparé par une multiplication. Je ne vais pas faire le détail parce que le tableau est assez petit et en plus ça va me prendre beaucoup de temps. Toujours est-il que u'v plus uv', ça va vous donner 6 ln de x plus 6. À mettre évidemment entre parenthèses, parce qu'attention, toute la dérivée de u fois v est concernée par ce signe-là. Donc il faudra appliquer ce signe-là après sur chaque quantité, il faudra développer. Toujours est-il qu'il ne faut surtout pas oublier les parenthèses, sinon c'est faux. Voilà, je vous laisse faire la vérification, mais là vous avez u'v plus uv'. C'est pas très dur. On simplifie avant de dériver une deuxième fois, ne soyons pas trop pressés surtout. 3x carré, on distribue le moins, donc facile, comme ceci. Moins 6 ln de x, moins 6. On obtient l'expression réduite de la dérivée numéro 1. Nous sommes à mi-chemin. Il nous reste la dérivée numéro 2, qui elle va être un peu plus simple. Pourquoi? Je pense que vous l'avez peut-être deviné. Il n'y a pas de u fois v. Ah oui, là le x a disparu. 6 ln de x, le 6, on n'y touche pas parce qu'il est rattaché à une expression en x. On dérive ln de x. Le 3, on n'y touche pas. On dérive x carré. Et là, vous avez une constante seule. Donc la dérivée numéro 2 se trouve très facilement. On peut noter directement f seconde de x égale 3 fois 2x, donc 6x. Ça, c'est le b à bas de la dérivée, je ne reviens pas dessus. 6 ln de x, ça va donner 6 fois 1 sur x, c'est-à-dire directement 6 sur x, avec le moins qui provient du moins du dessus, et moins 6, moins 0. Donc on obtient la dérivée numéro 2. Alors, on doit techniquement étudier son signe, faire un tableau avec des plus et des moins à l'intérieur, et ça terminera déjà la question en commentant ce tableau. Sauf que là, il y a un petit problème parce que vous savez qu'il faut obtenir une expression convenable pour pouvoir bien l'étudier dans un tableau. Pour étudier le signe d'une expression, il faut qu'elle soit sous forme factorisée. Parce que là, c'est compliqué parce qu'on a une expression moins une autre. Donc c'est pas en étudiant le signe de chacune des deux que ça va nous donner des informations sur le signe de l'expression générale. Donc là, on va essayer de factoriser ou du moins de ramener une seule fraction. Alors comment faire? On va essayer d'élever au même dénominateur ces deux fractions-là. Là, c'est une fraction, en fait, c'est une division cachée par 1, et on va faire en sorte d'avoir une seule fraction qui englobe toute l'expression. On va multiplier par x ici, et diviser par x ici. On a tout à fait le droit. X est supposé non nul. Je rappelle que la fonction ln est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, ouvert en l'infini. Donc 0 n'est pas prise en compte dans les valeurs possibles pour x. On élève au même dénominateur, on a le droit de multiplier en haut et en bas par un même nombre, même si ce nombre est une variable. Et du coup, on obtient une et une seule fraction, le moins 6. Le dénominateur commun, c'est x. Et là, c'était le résultat de 6x multiplié par x, donc 6x carré. On obtient une expression
sympathique pour la dérivée numéro 2, la dérivée seconde. On doit la découper en blocs, vous le savez, mais quand on a une fraction comme ça, on l'a déjà fait plein de fois, on utilise une règle très simple, on va comparer le signe du numérateur avec le signe du dénominateur. Donc le découpage par bloc qu'on a fait tout au long de l'année, là on l'applique aussi ici, il n'y a pas de mystère. Donc ça va être la ligne 1, et ça va être la ligne 2 de mon tableau. On finit par le tableau de signes, donc j'ai recopié les différents blocs qu'on avait trouvés dans la dérivée, ligne 1, ligne 2. Si vous les inversez dans le tableau, ça n'a aucune incidence sur le résultat, vous trouverez la même chose que moi dans la vidéo, donc là-dessus il n'y a pas de problème, ça ne dépend pas de l'ordre des lignes. Vous pouvez très bien mettre la ligne 2 avant la ligne 1, pas d'importance. On commence d'abord sur une petite précision sur la valeur interdite. Là, double barre, ça veut dire valeur interdite en 0. Pourquoi? Parce que dans la fonction de référence, la fonction d'étude, la fonction f, il y a la présence de ln de x dans son expression. Et ln, vous savez que non seulement elle n'est pas définie sur des valeurs négatives, mais elle n'est pas non plus définie en 0. Donc en fait, elle est définie en 0 sur 0 plus l'infini, intervalle ouvert. Donc en fait, ça correspond exactement à ce cas de figure, à cette configuration-là. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini, avec une valeur interdite en 0. Quand il y a du ln, c'est toujours comme ça. La ligne 2, elle n'est pas très compliquée. On va commencer par celle-là parce que c'est la plus simple. On commence souvent par les choses les plus simples. Par exemple, quand il y a une ligne avec que de l'exponentielle. Là, on commence par la ligne 2. Il n'y a que x. Alors, il suffit de regarder dans quel intervalle on est. Nous sommes sur l'intervalle 0 plus l'infini. Intervalle sur lequel toutes les valeurs de x que l'on peut croiser sont positives. Donc en fait, l'expression est positive. Elle pourrait s'annuler, évidemment, en 0. Quand x vaut 0, l'expression ici, vu que c'est x elle-même, s'annule également. Mais en 0, on a une valeur interdite, donc on n'a rien d'autre à écrire. Ceux qui ont du mal à adopter cette prise de recul, vous répétez la méthode miracle, ça ne me dérange pas. Vous prenez un nombre entre 0 et plus l'infini, vous prenez 5 par exemple, vous le remplacez là-dedans, mais vous allez vous rendre compte qu'on obtient la même chose vu qu'il n'y a que x ici. Si vous prenez 5, vous allez obtenir 5, c'est un nombre positif. Bref, vous allez vous en sortir sur cette ligne-là, j'en suis convaincu. La ligne numéro 1 est un petit peu plus dure. Alors, on va procéder par élimination. Est-ce que c'est du ln? J'espère que vous voyez que ce n'est pas du ln. Est-ce que c'est de l'exponentielle? J'espère que vous voyez que ce n'est pas de l'exponentielle. Est-ce que c'est une expression affine? J'espère que vous voyez que ce n'est pas une expression affine. Là, par contre, la dernière, c'était un peu plus piégeux, parce qu'on aurait pu y penser s'il n'y avait pas le carré. S'il n'y avait pas le carré, 6x moins 6, ok, affine. Là, il y a un carré, ce n'est pas affine. Mais du coup, il reste quoi alors? On a mis de côté les fonctions affines, l'exponentielle, le ln. Si vous regardez la carte mentale des fonctions, il reste quoi? Il reste une dernière catégorie de fonctions qu'on n'a pas vue, là, les fonctions polynômes de degré 2. Mais oui, ax carré plus bx plus c. Alors là, vous allez me dire, cette expression, elle a l'air un peu plus réduite. Effectivement, c'est parce qu'il y a l'un des trois paramètres qui est égal à 0. Donc là, on va regarder un petit peu. Le paramètre a, c'est ce qu'il y a devant le x carré. Donc le a vaut 6. Le b, c'est ce qu'il y a devant le x. Mais là, vous voyez que le x n'intervient pas. En fait, ça veut dire qu'il y a le coefficient 0 devant. Donc b égale 0. Et le c, c'est la constante qui reste derrière, moins 6. Ne dites pas 6, moins 6. Comme le b vaut 0, en fait, il faut savoir qu'on pourrait adopter des méthodes un peu plus simples pour trouver le signe assez rapidement, sans passer par la méthode très classique, delta, etc. Mais là, c'est quand même ce qu'on va faire. Parce que je ne veux pas vous donner des méthodes qui vous feraient sortir un petit peu de vos méthodes habituelles. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont quelques difficultés à suivre, notamment sur les fonctions, surtout sur les fonctions. Donc on va rester sur une méthode fiable, un peu plus longue, moins risquée. Avec ces trois paramètres-là, vous calculez delta, b carré moins 4ac. Vous allez trouver delta strictement positif, je vous laisse le faire, si vous ne l'aviez pas fait, c'est pas compliqué. Et à la fin, vous devez trouver donc deux racines, x1 et x2, qui valent respectivement moins 1 et 1. Moins 1 et 1, vous allez devoir les placer ici, normalement. C'est-à-dire que l'expression s'annule deux fois. Je rappelle que dans une ligne, ici, dans une ligne, pour compléter ce tableau, vous devez d'abord regarder la présence des zéros. Combien il y en a, où est-ce qu'on les place, etc. Là, vous trouvez qu'il va y avoir au maximum deux zéros, en 1 et en moins 1. Sauf que moins 1,
n'est pas entre 0 et plus l'infini. Alors que 1, oui. Donc on va placer que 1. Et mettre un 0 en dessous. Ensuite, il nous reste les signes. La partie la plus dure est mise de côté. Maintenant, il nous reste les signes. Vous pouvez utiliser la méthode miracle. Vous prenez un nombre entre 0 et 1. Prenez pas quelque chose de trop compliqué. Vous prenez 0,5 par exemple. Vous allez le remplacer là-dedans et obtenir une expression négative. Et là, en remplaçant x par une valeur plus grande que 1, strictement, n'importe laquelle, pas trop compliqué, vous allez obtenir une expression positive. Il nous reste maintenant à faire le bilan. Là, vous avez 0 divisé par quelque chose, en x égale 1. Bah oui, parce que c'est une fraction, c'est numérateur, dénominateur, on obtient 0. Là, moins par plus, moins, plus par plus, plus. On obtient ce tableau de signes-là. On ne va pas faire le tableau de variation, on pourrait le faire, le tableau de variation de la dérivée, attention, de la dérivée, mais c'est inutile, parce que si vous regardez votre synthèse de cours de la convexité de la semaine dernière, il fallait regarder le signe de la dérivée seconde. Donc on va s'arrêter là, on va commenter le tableau, et l'exercice type bac sera terminé. Vous allez pouvoir écrire donc le jour du bac d'après ce tableau, virgule, la fonction f est concave sur l'intervalle 0,1. Pourquoi? Parce que vous obtenez en fait une dérivée seconde qui est négative. Donc vous utilisez ce que je vous ai fait écrire en rouge dans la synthèse de cours. Et d'après ce tableau également, la fonction elle sera convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Parce que vous avez une dérivée seconde qui est positive. D'après la synthèse de cours, d'après l'une des phrases les plus importantes du chapitre, que je vous ai fait noter en rouge aussi. Donc là, vous venez de le démontrer. Et vous avez même mieux, parce que dans l'observation, si vous regardez la question A, vous aviez trouvé convexe sur l'intervalle 1, 3. Mais vous ne pouviez pas savoir ce qui se passait après, sur un intervalle plus grand, sur l'intervalle 1, 10 par exemple. Là, grâce à la théorie mathématique, vous avez une fonction convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini, directement. D'après ce tableau également, vous observez quoi? Qu'on a la présence d'un point d'inflexion. Un point d'inflexion, pourquoi? Parce que la dérivée seconde s'annule, mais c'est pas tout, et change de signe. Elle passe de valeurs négatives à des valeurs positives. Et là, encore une fois, vous utilisez la synthèse de cours, le point clé de la synthèse de cours. 3 petites synthèses dans le cours, 3 phrases en rouge, on vient de les utiliser une fois, toutes les 3. Un point d'inflexion, d'après ce tableau, vous pouvez l'appeler A, il a pour coordonnées, alors quelles sont ses coordonnées? Son abscisse, il suffit de remonter dans le tableau et de trouver son abscisse. Donc l'abscisse de ce point, c'est 1. Mais comment trouver son ordonnée? On l'a fait dans la vidéo de cours. Vous prenez x égale 1 ici, vous le remplacez, attention, pas dans la dérivée seconde, pas dans la dérivée première, vous remplacez x par 1 dans l'expression de base, dans l'expression de f de x. D'accord? Et vous obtenez 1 également. Je vous laisse vérifier. Ne notez pas 1 parce que vous avez trouvé 1 dans la question A. Vous notez 1 parce que le jour du bac, écrivez bien f de 1 égale 1. Je vous laisse remplacer x par 1, vous avez trouvé. Et ça termine donc un exercice type bac. Le 53 maintenant, qui ressemble à l'exercice précédent, j'ai décidé de bien revenir dessus parce qu'il y a une expression assez inédite et c'est pas évident, ça sort un petit peu des sentiers battus. Ceci dit, le principe est le même, je dérive 2 fois, je regarde le tableau de signes de ma dérivée numéro 2 et j'en conclus certaines choses sur la convexité de la fonction. Alors, on doit d'abord dériver 2 fois, c'est la première question. Dérivons une première fois et identifions quelle formule nous allons utiliser. Ça peut être u sur b, là en l'occurrence, c'est pas u sur b. Ça pourrait être u fois b. Alors il y en a plusieurs qui ont utilisé u fois b, mais c'est une perte de temps. La seule multiplication de l'expression est ici. Donc si vous voulez vraiment utiliser u fois b, vous n'avez pas le choix, u et v. Tout ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est v. Sauf qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que le u, dans ce cas-là, c'est une fonction constante. Et quand il y a une constante, pour l'une des deux fonctions, ça veut dire qu'en fait, vous utilisez une méthode un peu trop grande, trop grosse, si je puis dire, pour ce que c'est. En fait, vous allez pouvoir faire sans la règle du produit. Si vous la faites quand même, u fois v avec ce que je viens de donner là, vous allez vous en sortir. Mais vous allez perdre un petit peu de temps. Alors, je m'explique. Un cinquième, c'est une constante. Alors, soit elle est seule, on la remplace par 0 quand on dérive, soit elle est multiplicative, c'est-à-dire qu'elle est rattachée à une expression x, et on n'y touche pas. Là, évidemment, on n'y touche pas. Elle est rattachée à des parenthèses contenant une expression en x. Donc, on ne touche pas au 1 cinquième. Après, on va devoir dériver ce qu'il y a dans la parenthèse. Naturellement, je réécris la parenthèse.
On commence par l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Alors ensuite, là, il va falloir bien se concentrer. On a le signe moins qui ne bouge pas. Vous savez que normalement, on réécrit le moins. Vous pouvez le faire, mais on va aller un petit peu plus vite. On a le signe moins qui arrive ici. Donc on a déjà un premier signe. Ensuite, il faut dériver ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire exponentielle moins x. Alors dans ce cas-là, je vous rappelle que la formule de dérivée de l'exponentielle est comme ça. Exponentielle u, u' exponentielle u. Donc, on doit regarder ce qui est en haut, moins x, on dérive, moins 1, et on l'écrit devant l'exponentielle en question. Donc là, on a le moins, ici, et derrière, on a aussi le moins 1 qui va apparaître devant l'exponentielle, moins x. Donc en fait, on va avoir moins 1, exponentielle moins x. Le moins apparaît deux fois, il se transforme en plus. Ici, on peut écrire directement plus exponentielle moins x. Pour ceux qui ont besoin de se rassurer, écrivez clairement moins 1, e moins x. Et comme il y a deux fois le signe moins, on écrit ça tout de suite. Ça termine la dérivée numéro 1. On ne peut pas simplifier, on peut pas beaucoup plus simplifier. Hein? La dérivée numéro 2 maintenant. Même façon de procéder. On peut faire un u fois v, mais on va éviter. On rencontre un cinquième, qui est une constante multiplicative. On n'y touche pas. On rencontre l'exponentielle, sa dérivée c'est elle-même. Hein. Et ensuite, on a exponentielle moins x. Alors c'est exactement le même raisonnement que ce que je viens de faire il y a 30 secondes, sauf qu'il y a une différence, c'est que tout à l'heure il y avait le signe moins, là maintenant il y a le signe plus. Donc le moins apparaîtra non pas deux fois, mais une seule fois. C'est-à-dire que ça va donner plus, moins exponentielle moins x. Le moins va l'emporter sur le plus, vous savez que plus par moins ça fait moins, donc on va directement écrire moins exponentielle moins x. Ça, faut bien savoir le faire. D'accord? Plus, moins 1 e moins x. Donc ça donne directement ça. Et là, vous vous rendez compte qu'on retombe sur l'expression de départ. En fait, si vous dérivez bien, deux fois, vous réobtenez l'expression de base de l'énoncé. Ça n'aura pas grande incidence, mais voilà, c'était à noter. Voilà pour la dérivée seconde. Maintenant, on va passer au tableau. Faisons maintenant du découpage par bloc de la dérivée seconde. On doit en effet le faire pour pouvoir après créer notre tableau de signes. Donc là, j'ai anticipé un petit peu, j'ai déjà découpé mes deux blocs, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Ça paraît naturel de faire comme ça, bloc 1, bloc 2. Je rappelle que les blocs doivent toujours être séparés par des multiplications ou alors des divisions, numérateur, dénominateur, mais pas par des additions et des soustractions. Donc en fait, on n'a pas trop le choix. On pouvait se permettre de négliger le premier bloc, parce que c'est une constante multiplicative, positive, et en fait, ça pose pas de problème, on a un signe plus directement. En fait, elle ne va pas influencer le signe global de la dérivée seconde. Donc pour ceux qui veulent prendre un petit peu de recul, le 1/5 n'influencera absolument pas le bon déroulement du tableau, hein, c'est-à-dire la dernière ligne en fait. Donc vous allez pouvoir le cacher et étudier directement le bloc numéro 2. Si vous avez peur de prendre le moindre risque, c'est pas grave, faites comme moi, ligne 1, ligne 2. Autre remarque, il y en a certains qui l'ont fait, qui se sont trompés. Là par contre c'est une grosse erreur. Ce serait de se dire, je vais faire ça ligne 1, bon ok, exponentielle x ligne 2 et exponentielle moins x ligne 3. On pourrait faire ça, parce que du coup ça va être simple, parce que ça, c'est facile à compléter comme ligne, et ça aussi, et ça aussi. Du coup on a 3 lignes faciles à compléter. Sauf que c'est faux, on n'a pas le droit d'isoler l'exponentielle et le mettre tout seul dans une ligne. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre parce qu'au cours de l'année, on l'a fait plein de fois, pourquoi là, on n'aurait pas le droit? Au cours de l'année, on avait mis en facteur l'exponentielle. Vous vous rappelez, on l'avait souligné 2 fois, écrit devant une grande parenthèse, etc. Là, on n'est pas dans la situation où l'exponentielle est écrit devant une grande parenthèse, il n'est pas en facteur d'une expression. Hein. Au contraire, il est dans la parenthèse, et entre les deux exponentielles, il y a une soustraction. Donc vous n'avez pas le droit d'étudier deux lignes dépendantes l'une de l'autre par une soustraction. Hein. Un tableau de signes, c'est-à-dire appliqué après une règle de signes, ça passe par forcément un produit ou une division, mais jamais par une addition et une soustraction. On ne sait pas comment ça se passe. Donc là, l'exponentielle n'est pas en facteur. Bref, vous n'avez pas le choix. Cette expression-là, c'est une seule ligne. Voilà, pas plus. On va devoir donc l'étudier. Étudier son signe, le signe de cette expression. C'est pas évident, c'est pas du LN, c'est pas du second degré, c'est pas une expression affine non plus. Comment s'en sortir? Il y a deux exponentielles séparées par une soustraction. Donc en fait, on a une expression simple, vous savez que l'exponentielle est toujours positif,
exponentielle moins x aussi, mais comme il y a un moins entre les deux, bah, on ne peut rien dire. On a un nombre positif moins un autre. Le résultat est comment? Bah, ça dépend des deux nombres. Donc là, on est bloqué. Alors, si on ne sait pas quoi faire, le jour du bac, à côté du tableau, on cherche, en fait, quelque chose qu'on doit toujours chercher. On commence par placer les zéros dans la ligne. Combien il y en a? Est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'ils se placent? Et après, on aura déjà fait le plus dur. On doit d'abord résoudre l'équation exponentielle x moins exponentielle moins x égale 0. Pour quel x avons-nous cette égalité-là? On va résoudre donc l'équation pour savoir un petit peu combien il y a de x possibles et est-ce que je vais pouvoir placer un 0 ici, ou 2, peut-être 3, je ne sais pas. Alors comment faire? On va faire en sorte d'écrire un exponentiel de chaque côté. Parce que je pense que vous avez peut-être deviné, ceux qui sont les plus à l'aise en mathématiques, ou du moins qui travaillent le plus régulièrement, l'ont deviné, on compense un exponentiel avec du ln. Donc on va ramener du ln. Sauf que si on ramène ln ici, ça va être un peu embêtant parce qu'on a deux exponentiels d'un côté, donc on va être un petit peu bloqué. Donc ce qu'on va faire, c'est cet exponentiel, on va faire en sorte qu'il apparaisse à droite. Donc en fait, il convient d'ajouter de chaque côté de l'égalité exponentiellement x. Il va disparaître du côté gauche et il va apparaître à droite. Maintenant, on souhaite avoir x. Je rappelle, là on a un obstacle, c'est l'exponentiel. Obstacle prédominant, c'est l'exponentiel. Ici, obstacle prédominant, c'est aussi l'exponentiel. Comment on se débarrasse de l'exponentiel? Je viens d'en parler il y a quelques instants. On ajoute ln de chaque côté. On compose par la fonction logarithme. Donc en ajoutant ln de chaque côté, il va y avoir une compensation. Le ln et l'exponentiel vont se compenser et vous allez pouvoir écrire tout ce qui reste. C'est-à-dire, pas le ln, pas le e. Donc si j'enlève le ln et le e de chaque côté, il ne va plus me rester grand-chose. Il va me rester x égale moins x. Comment on trouve x maintenant? On veut une variable, une inconnue qui est égale à son opposé. On peut la lire comme ça, l'équation. Un nombre égale son opposé. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de nombres qui sont égaux à leurs opposés? Faites des tests. 5? Bah non, 5 n'est pas égal à moins 5. 8? 8 n'est pas égal à moins 8. Racine de 2? Racine de 2 n'est pas égale à son opposé moins racine de 2. Bah finalement, le seul nombre, c'est 0. 0 et moins 0 coïncident. Dans les deux cas, ça vaut 0. Donc en fait, ça va être la seule solution. Et il n'y en a pas d'autre. Vous allez trouver x égale 0. Comment l'écrire clairement? Vous pouvez simplement ajouter x de chaque côté si vous voulez vraiment une démarche rigoureuse. Vous ajoutez x de chaque côté. Donc ça va donner x plus x égale 0. Donc en fait, 2x égale 0. Et en divisant par 2 de chaque côté, 0 divisé par 2, ça donne 0. Bref, vous trouvez x égale 0, mais vous pouviez le trouver avant en analysant cette équation-là. Un nombre égale son opposé. On n'a que 0 qui marche. 0 est bien entre moins l'infini plus l'infini. N'oubliez pas de regarder l'intervalle de l'énoncé, l'intervalle d'étude. C'est pas toujours R. Des fois, ça peut être 0,10. Intervalle 0,10. Là, c'est moins l'infini plus l'infini. 0 est bien entre les deux bornes. On peut placer ce symbole-là. Et maintenant, pour terminer la ligne, méthode miracle. Forcément, vous choisissez un nombre ici, plus grand que 0, un nombre plus petit que 0, vous les remplacez successivement, alors pas n'importe où, ici, et vous allez trouver des valeurs positives à droite, négatives à gauche. Et du coup, règle des signes pour la dérivée seconde. Alors ceux qui n'avaient pas pris cette ligne-là, vous aurez directement obtenu ici le signe de la dérivée seconde. Ceux qui font comme moi ici, plus par moins, moins, plus par plus, vous obtenez la même chose que ce qui est la ligne du dessus. C'est pour ça que la première n'avait pas d'influence. On obtient ça. Dérivée seconde ici. Et l'exercice est terminé. Vous allez maintenant faire les petites phrases de conclusion que l'on attend sur le chapitre convexité. D'après ce tableau, virgule, je le fais oralement, j'ai plus trop de place. La fonction f, elle est, vous observez ça donc, concave sur moins l'infini 0. La fonction f est convexe, parce que ça, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et f admet un point d'inflexion. La courbe admet un point d'inflexion, un seul, le point d'abscisse 0. Parce qu'en cette abscisse-là, on regarde, la dérivée seconde, elle s'annule, et elle change bien de signe. On a bien les deux critères. Là, je viens de faire le résumé des 3 petites phrases en rouge du cours.
pour conclure sur la convexité de la fonction, les points d'inflexion. Concave, convexe, précisez bien les intervalles, point d'inflexion. Alors, comme dans l'exercice d'avant, le point d'inflexion, vous l'appelez comme vous voulez, son abscisse, c'est 0. Comment trouver son ordonnée? Vous prenez x égale 0 et vous le remplacez, attention, pas là, dans l'expression de départ, dans l'expression de l'énoncé. En fait, l'expression de l'énoncé, c'est la même que celle-là, on l'a vu. Donc en fait, vous pouvez le remplacer ici, exceptionnellement dans l'exercice. Mais l'idée, c'est bien de prendre la valeur ici, l'abscisse, et pour trouver l'ordonnée, vous remplacez par cette valeur dans l'expression de départ. Vous avez les deux coordonnées du point d'inflexion, et ça termine l'exercice. Voilà. Il nous reste quelques exercices que je ne vais pas corriger à fond en vidéo. Ce sera un corrigé bien détaillé manuscrit. Le 51 et le 57. C'est une fonction polynôme de degré 3. Il faut faire pareil que ce que je viens de faire là. Mais c'est facile parce que quand on la dérive deux fois, on obtient une fonction polynôme de degré 1 affine, quelque chose d'affine. Facile, le tableau. Et on conclut aisément. C'est comme l'exemple référence numéro 2 du cours sur la convexité de ma vidéo de la semaine dernière. Il y a dans le 57 un petit prolongement sur les équations de tangente, alors ça ne fait pas partie directement du chapitre. Les équations de tangente, on les a déjà vues, il faut bien savoir sa formule et remplacer. Ce sera fait dans le corrigé manuscrit. Il y a aussi le 52, il faut faire pareil que ce que je viens de dire, pareil que les deux derniers exercices présentés. On a une fonction qu'on doit dériver deux fois, c'est une fonction polynôme de degré 4 dans le 52, et en fait on obtient à la fin une fonction polynôme de degré 2. Et du coup, il faut sortir l'artillerie lourde du delta, peut-être x1, x2 ou alors x0, ça dépend, la théorie des polynômes de degré 2. Pas très compliqué non plus, si vous savez votre cours là-dessus, ce sera bien détaillé dans le corrigé. Il y a aussi le 45 qui est un peu particulier, qui arrivera dans certains QCM et encore, et les exercices d'approfondissement que peu d'entre vous ont testé. C'était pas évident et sincèrement, vous pouvez vous en tenir aux 5 exercices, la brochette de 5, 51, 52, 53, 57, 58. Si vous comprenez globalement ces 5-là et que vous avez un minimum de connaissances sur l'approche graphique, c'est-à-dire les premiers exercices de la vidéo, ça va, vous maîtrisez le chapitre et vous pouvez passer à la suite. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à me poser des questions, surtout, mes vidéos sont très importantes pour votre bonne compréhension. Vous savez que les maths, c'est difficilement transmissible de manière purement écrite. Donc posez-moi des questions surtout, et la prochaine vidéo, ce sera sur le dernier chapitre de l'année, les statistiques. Voilà, à bientôt.